matinale Tocsin, 7h30, 9h30, à la volée. Et je suis évidemment très heureuse de recevoir Loïc Le Floch-Prigent. Bonjour Loïc Le Floch-Prigent, pardon. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Je vais rappeler un peu qui vous êtes avant de présenter votre livre, parce que c'est important pour comprendre justement votre analyse. Vous êtes ancien patron de grandes multinationales françaises, Rhône-Poulenc, Elf Aquitaine, Gaz de France, SNCF, aujourd'hui patron de PMI en mécanique et métallurgie. Vous avez aussi des chroniques industrielles et vous présidez la commission industrie du mouvement patronal éthique. Et vous avez présenté ce livre qui est, j'ai l'impression, un livre un peu d'analyse, un livre presque de tentative de compréhension du monde de notre France qu'on aime tous tant et qui périclite, qui s'intitule 1997, année zéro du déclin de la France. On va reprendre ce livre chapitre par chapitre, mais je voudrais d'abord lire un passage de votre introduction que j'ai trouvé très touchant. Alors, je vais vous lire. J'ai essayé, en parcourant rétrospectivement ma vie, d'apercevoir le moment où tout a versé et tenté d'apprécier pourquoi le peuple de France a finalement abdiqué. Je vais donc proposer une lecture qui suscitera la critique, car sûrement insuffisante et biaisée, mais elle hante mes jours et mes nuits. Et j'espère qu'elle contribuera à faire éclore d'autres théories plus complètes, plus intelligentes. Je l'écris comme une contribution au débat, aux réflexions nécessaires, à l'élaboration d'un sursaut salvateur. On voit ici vraiment, vous dites, ça hante vos jours et vos nuits, et vous tentez vraiment de comprendre à quel moment. Donc déjà, on voit à quel point ça vous touche, déjà le malheur de la France, et que vous y réfléchissez tout le temps. Je voudrais comprendre effectivement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que moi, j'ai eu un certain nombre de problèmes qui m'ont conduit quelques années à m'éloigner de la France. J'étais à la fois au Moyen-Orient et en Afrique. Et puis, je suis revenu, pas contre ma volonté, mais les événements ont fait que je suis revenu, on m'a confié un certain nombre de choses à faire, avec EDF d'abord, et puis ensuite avec les PMI que je préside aujourd'hui. Et j'ai vu un état de déprime de la France que je n'avais pas imaginé quand j'étais à l'extérieur. Je me dis, mais qu'est-ce qui nous est arrivé? Et je n'aime pas les chasses à l'homme. C'est un tel qui a fait ça, un tel qui a fait ça. C'est trop facile. De la même façon que je n'aime pas la laudation. C'est-à-dire que j'ai été avec Mitterrand pendant un certain nombre d'années. Je ne dis pas que tout ce qu'il a fait est bien. Je ne dis pas que ensuite tout a été mal. C'est-à-dire que j'aime bien regarder les choses en disant bon, qu'est-ce qui s'est passé? Et soudain, je me suis aperçu qu'il y a eu un moment qui est cette année 97. Alors, je vous rappelle un peu le contexte, c'est-à-dire que Chirac est élu pour la première fois après 20 ans de combat contre Mitterrand. Il est élu en 95, il nomme Juppé comme Premier ministre. Juppé essaie de faire un progrès sur les retraites. C'est la grande grève qui me propulse à la tête de la SNCF. Et puis, pendant le même temps, Juppé attaque la médecine libérale. Pourquoi il attaque la médecine libérale? Il expliquera un jour peut-être. Et derrière, Chirac, on a l'impression qu'il ne sait pas quoi faire et qu'on lui dit, ben voilà, si jamais vous faites une dissolution, ce sera extraordinaire. Hein, il y en a d'autres à qui c'est arrivé récemment et ça va être magnifique. Et puis, arrive à ce moment-là une cohorte de gens qui s'appellent la gauche plurielle, qui sont pas d'accord sur beaucoup de choses, mais qui sont d'accord sur le fait qu'exercer le pouvoir pendant 5 ans est quelque chose d'intéressant. Et là, soudain, l'idéologie prend, de mon point de vue, le pas sur la réalité. C'est-à-dire qu'on a le déni de réalité qui arrive quasiment immédiatement. On a une volonté de faire des choses sans que le peuple y participe vraiment. Et alors, il y a deux sujets qui, pour moi, sont majeurs et qui sont au début du livre. Le premier sujet, c'est on va travailler moins. Ouais. Bon, or, c'est l'époque où effectivement, il va falloir travailler plus. Et c'est l'époque aussi où chaque individu
dans les entreprises, se sent propriétaire de son travail, et on leur dit, mais non, vous allez travailler moins, et puis comme ça, quelqu'un va prendre la place. Donc, à chaque fois que vous travaillez moins, hop, il y a un emploi qui se crée. Alors, Loïc Le Floch-Prigent, on va revenir sur ce sujet. Vous l'avez vraiment, on sent qu'en plus, vous l'avez vécu, ça, les 35 heures, vous, en tant que... Et je le vis toujours. Et vous le vivez toujours en tant que patron d'entreprise. Vous avez réfléchi dessus, vous êtes revenu dessus, et puis contre la financiarisation du monde. On va reprendre chaque élément. On a des archives, donc je vous propose d'abord de regarder Jacques Chirac qui annonce la fameuse dissolution de l'Assemblée nationale. J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. J'ai acquis la conviction qu'il faut redonner la parole à notre peuple afin qu'il se prononce clairement sur l'ampleur et sur le rythme des changements à conduire pendant les 5 prochaines années. Bon, patatras, ça ne se passe pas du tout comme il le voulait. Patatras, et les changements qui sont voulus, soi-disant par les élections qui sont... ric-rac, enfin, qui mettent effectivement la gauche plurielle au pouvoir, ces réformes, elles sont demandées par personne. Oui, ça c'est ce que vous rappelez sur le... Vous avez donc votre premier chapitre, vous ouvrez sur les 35 heures. Et vous dites personne, même pas les syndicats, personne ne demandait ça. En fait, c'est le monde intellectuel, politique qui s'impose de vouloir toujours plus au nom de la suppression de la pénibilité. Ça, c'est incroyable quand même. Mais il n'y a pas une volonté du peuple. Lorsque les gens votent pour la gauche plurielle, ils ne votent pas pour les 35 heures, ils votent pour un changement. Ils ont vécu la grande grève des transports, ils ont vécu espèce de politique de gribouille, et ils disent on va changer. Bon, et le changement n'est pas le changement que le peuple indique. C'est un changement idéologique, c'est-à-dire est complètement idéologique. C'est-à-dire que le 35 heures, c'est je ne sais pas quoi faire sur l'emploi, alors j'ai une quantité de travail, et cette quantité de travail, je vais la répartir. Oui, c'est ça. Et ce qui est absurde, parce que... C'est théorique, ce que vous dites. Ils disent on a une part de gâteau, mais on a un peu de chômage, donc pour diviser le travail, on va mettre moins d'heures, comme ça, la part, en fait... Voilà, chacun aura sa part. Voilà, chacun aura une part du gâteau de travail, comme si on pouvait diviser le travail comme un gâteau. Voilà. Et alors, ce qui est catastrophique, et je suis à l'hôpital au moment où ça se fait, c'est l'hôpital. L'hôpital, alors là, bon, oui. C'est affreux, parce que une infirmière a un planning déjà très réglé, ce que vous expliquez. Connaît les patients, la relation entre l'infirmière et le patient est très importante, etc. Là, on bouscule absolument tout. Les infirmières s'en vont en RTT, donc il n'y a plus rien, il n'y a plus de lien social qui existait dans l'hôpital, et l'hôpital dépérit à partir de ce moment-là, c'est clair. Oui, alors l'hôpital en plus est obligé de recruter forcément pour compléter les heures, mais vous dites que finalement ça ne rend pas plus efficace l'hôpital, étrangement. Oh, pas du tout, parce qu'il faut du personnel non médical pour gérer tout ça, parce que c'est compliqué, et ce personnel non médical, il est quand même 10% au-dessus de tous les pays développés. C'est-à-dire qu'on passe de 25% à 35% de personnel non médical dans l'hôpital. Mais dans l'entreprise, c'est ravageur. Et dans l'entreprise industrielle, alors, qui est ma partie, puisque moi je suis industriel depuis très longtemps, c'est ravageur aussi, parce que quand vous avez une machine qui est chère, que vous achetez d'ailleurs à l'extérieur en principe de France, parce qu'on ne fait plus de machines, vous essayez qu'elle soit utilisée tout le temps, donc vous faites 2/8, 3/8, etc. Et puis chacun se sent responsable de sa machine et la passe d'une façon en 2/8 ou en 3/8 à l'équipe suivante qu'il connaît et avec lesquelles il est en relation. Et il dit voilà, j'ai une faiblesse sur tel et tel point, regarde, etc. Donc il y a autour de la machine, il y a une relation extrêmement forte. Et là, ça disparaît. Mais pourquoi ça disparaît parce que les RTT arrivent. Et puis, pendant un certain temps, les gens ne sont plus là. Donc, c'est d'autres qui arrivent. Alors, comme on ne peut pas recruter tout le temps, on prend des intérimaires. Qui n'ont pas de suivi, qui n'ont pas d'engagement dans l'entreprise, etc. Donc, on passe à un moment sa machine à un intérimaire. Et quand on revient, on se dit, mais il a fait n'importe quoi. Maintenant, il faut refaire tous les réglages, etc. Donc, on voit bien le problème qu'on a. Et
c'est un problème complexe, puisque on pourrait se dire, je ne vais pas utiliser la machine pendant un certain temps, mais à ce moment-là, effectivement, c'est pas efficace, puisque et donc là, on est ravalé par des multinationales qui, elles, et vous l'expliquez après, ont cette distance par rapport aux travailleurs, aux salariés, et donc n'ont plus aucun intérêt direct dans cette entreprise localisée. Mais ça, on va y revenir, parce qu'évidemment, tout ce qui est l'ennemi, c'est la finance. C'est un sujet qu'il faut qu'on aborde. Juste un sujet là-dessus, puis on va écouter Martine Aubry, quand même, qui présente ce débat. Les 35 heures. Oui, les 35 heures, on va l'écouter. On va l'écouter, tant qu'à faire. Mais avant, vous dites aussi, là, vous avez parlé de l'industrie, vous avez parlé de l'hôpital, vous dites aussi que ce sont les PME. Vous dites que cette mesure était mortelle pour toutes les PME qui reposent sur un très petit nombre de personnes et qui sont évidemment incapables de faire croître leurs effectifs de responsables sans tomber en faillite. C'est-à-dire qu'évidemment, une petite PME ne peut pas recruter quelqu'un de plus pour compléter les quelques heures qui sont manquantes. Impossible. Et ça, incroyable de penser que donc là, soit ils arrêtent les machines, alors, par exemple, quand vous avez des ponts au mois de mai ou des ponts au mois de novembre ou les vacances de Noël, les petites entreprises font en sorte d'enlever tous ces heures-là en n'ouvrant pas l'entreprise. Bon, alors c'est une solution. Mais la plupart du temps, ils vont continuer à faire travailler, mais avec des intérimaires. Et intérimaires, alors ça coûte 1,8 par rapport aux salariés, donc ça coûte plus cher, d'une part. Et d'autre part, il n'est pas... Il y a ce monde de la PME qui est un monde familial. C'est ça. On va revenir dessus. Et se disloque avec cette mesure, et personne n'en a parlé. J'ai regardé, j'ai dit, est-ce que ça a été dit, y compris par le CNPF, Jean Gandois, qui est président du CNPF, et vent debout contre la réforme, mais jamais il n'a évoqué la manière dont l'industrie peut accepter ça. Et il a été sur les grands principes, mais il n'a pas regardé la façon dont le travail se fait. Et cette explication sur le travail qui se fait est une explication qui disparaît en 97. Alors, jusqu'en 97, on peut encore parler d'entreprise et d'industrie en disant voilà comment ça fonctionne. À partir de là, ce sont des concepts, ce ne sont plus des réalités. Oui. On va écouter Madame Aubry pour savoir si Martine Aubry, donc nouvelle ministre du Travail après cette fameuse dissolution, donc dans le nouveau ministère, et lors du débat des 35 heures à l'Assemblée nationale, c'était en 1998. La solution miracle au problème du chômage. Mais elle doit être engagée avec résolution car elle peut permettre beaucoup de création d'emplois. Qu'importe cette relative modestie dans la présentation, c'est sur le principe même de ce texte qu'une partie de l'opposition se déchaîne. Aucun pays au monde n'a jamais fait une bêtise pareille. Même les communistes à la grande époque en Russie ne parlaient pas de ça. Ils étaient stakhanovistes, ils voulaient que les gens travaillent davantage pour produire davantage. Et on en est là. On en est là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le problème, c'est de produire davantage, c'est de travailler plus. Et maintenant, comment on fait avec une réforme qu'on a effectivement, qui a été acceptée en 97-98, et que personne n'a voulu regarder vraiment pendant la période qui a suivi. C'est-à-dire que tout le monde est coupable dans cette affaire. C'est pour ça que ça a traîné. C'est pour ça que personne n'a dit je vais changer. C'est pas possible parce que c'est contre-productif pour l'entreprise, qui est quand même mon problème principal. Et il y a une lâcheté. Il y a une lâcheté complète. C'est-à-dire qu'on on va essayer d'aménager les trucs pour que ce soit un peu moins difficile pour les finances publiques et les entreprises. Mais on s'est jamais dit... Non, pris le taureau par les cornes. On est orthogonal par rapport à l'évolution du monde. Avec cette réforme. On est orthogonal. C'est-à-dire qu'on fait exactement l'inverse de tout ce qu'il faut faire. Et par conséquent, il faut expliquer aux Français que c'est pas ça qu'il faut faire. Et il faut reprendre le cheminement qui était le nôtre avant, et jamais ça a été fait. De 97 à maintenant, et c'est aujourd'hui seulement qu'à la suite de tout ce que disent les industriels, les gens disent oui, il faudrait produire plus. Alors, il y a un phénomène que vous décrivez très bien, je pense qu'il est
très intéressant à suivre et qui nous permet de mieux comprendre le monde actuel et notamment ce problème de super-financiarisation aujourd'hui. Et ça part de cette mauvaise image des entreprises qu'on a voulu tuer toujours. Vous dites, on a toujours mis le haro sur les capitaines d'industrie, sur les entrepreneurs. Mais c'est pas fini. Et c'est pas fini. Ça continue. C'est-à-dire que là, la discussion budgétaire montre bien que ceci est dans les têtes de tout le monde. Oui. Sauf que vous montrez bien qu'il y a eu en France un maillage de moyennes entreprises, d'industries qui étaient justement, vous dites en plus chrétiens pour la plupart, vous citez Léon Harmel, ensuite les entreprises Michelin, qui avaient en fait des réflexions sur le travail, les hommes qui travaillaient avec eux. Alors par exemple, Léon Harmel, vous dites catholique convaincu, va être le chantre de la démocratie chrétienne industrielle avec son entreprise de laine peignée Val-du-Bois. Donc lui, il va créer une caisse d'épargne, une caisse de prêt sans intérêt, un secours mutuel, des conseils d'usine qui seront les ancêtres de nos comités d'entreprise. Et c'est d'ailleurs après, ça va être repris pour le parti démocrate chrétien. Vous dites ensuite les entreprises Michelin, avec donc la présidence de François Michelin, vont protéger, récompenser, fidéliser les acteurs des usines à tous les niveaux. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui se font. Henri Schneider, avec alors lui, il va carrément faire des infrastructures collectives, des écoles, des centres médicaux. Il y en a d'autres qui font des quartiers d'habitation, une école ménagère, un centre de vacances et un stade. Ça, c'est pour la société de produits chimiques et de Clamcy et la SPPC. Donc, voilà, vous dites, il y a vraiment, en France, il y avait ce développement à considération, solidaire, on va dire, pour pas dire chrétien ou catholique. Non, il y avait les protestants qui faisaient la même chose en Alsace. Il y avait. Alors j'ai pris cela. Il se trouve que Monsieur Harmel est de ma famille éloignée. Par conséquent, je connais l'histoire d'Harmel et tout ce qu'il a fait. Mais il y avait cette idée qu'il fallait produire, que le produit devait être de qualité, que c'était la qualité de la relation entre le fournisseur et le client. Et ceci venait d'une qualité des relations internes à l'entreprise et de la considération que le patron avait des salariés. Alors qu'est-ce qui a attaqué ça ? Et oui, parce que maintenant on se dit, mais quelle horreur aujourd'hui. Moi, malheureusement, j'ai reçu des personnes qui sont en burn-out, donc qui travaillent dans des services qualité, notamment de construction de voitures, et qui disent j'aimais mon travail, j'aimais le travail que je faisais du suivi de cette construction de voitures. Seulement, on m'a demandé d'aller toujours plus vite et d'être de moins en moins exigeant sur la qualité et donc sur la sécurité. Et cette personne est partie en burn-out et dépression grave depuis, parce que perte de sens. Et c'est pas le seul, je veux dire, c'est le malheur de notre monde. Et en fait, vous décrivez qu'il y avait avant ce tissu industriel, on va dire, c'était pas le cas peut-être de tout le monde, mais véritablement intéressé dans cette relation avec les personnes qui travaillaient, les travailleurs, les salariés, etc. Qu'est-ce qui a atteint ça ? Ça, c'est les 35 heures, mais vous dites aussi, justement, les 35 heures, par un phénomène de nébuleuse, ont créé presque aussi, ont renforcé la financiarisation internationale, finalement. Est-ce que vous pouvez expliquer ça ? C'est ça. C'est-à-dire que en séparant le vécu de l'entreprise de la réalité, puisque on a idéalisé une entreprise capitaliste qui indifférenciée, qui faisait tout et n'importe quoi. Voilà, on s'est dit, voilà, c'est ça vers quoi on va. Et donc le financier... C'est-à-dire qu'on la critique, mais en même temps, c'est elle qu'on a porté un peu. Oui. Et donc le financier a pris, à la suite de 97, le pas sur le technicien dans les entreprises. Fort curieusement, parce que c'était pas volontaire, puisque l'idée était l'inverse de mais à cause des 35 heures en fait. À cause des 35 heures. C'est-à-dire qu'on a enlevé... Les 35 heures ont provoqué la financiarisation de l'entreprise. C'est intéressant. Absolument. Quand même. Et ça, je pense que c'est la première fois que je dis ça comme analyse. Parce que c'est ça que j'ai vu. Oui. Alors j'ai peut-être tort. Encore une fois, je ne dis pas que je suis le prophète de mauvais augure. Je dis simplement, les 35 heures ont été catastrophiques. Ont été catastrophiques philosophiquement. C'est-à-dire que plutôt que d'essayer de comprendre comment fonctionne l'entreprise, on a pris un schéma idéologique qui est, il y a une quantité de travail en France et on va la diviser. Et là, alors les financiers se sont trouvés parfaitement en conformité avec cette idée.
C'est-à-dire que pour eux, oui, bon, si jamais on peut faire des économies, si jamais... ce qui était complètement faux. Complètement faux. On a déshumanisé une partie des entreprises françaises avec l'idée que ce qui était important, c'était de partir à Acapulco ou de partir à Mexico en utilisant au mieux les vacances et les RTT. Ce qui n'était pas du tout l'esprit français. Oui. Où que vous alliez quand vous allez... Alors, il y a quelques endroits aujourd'hui qui maintiennent cette relation avec le travail, comme la Vendée. Si vous allez en Vendée, vous avez ça. Si vous allez en Alsace, vous avez encore ça. Mais il y a un nombre de réalités où les gens sont éloignés de ça, et où la finance a pris les actionnaires lointains qui ne cherchent plus que les bénéfices et qui, eux, pour le coup, n'ont plus aucune considération. D'ailleurs, on voit le nombre de plans sociaux aujourd'hui. Oui, mais qui sont liés au fait que les gens ont dit « je vais prendre telle ou telle entreprise, cette entreprise doit rendre tant de résultats par rapport au chiffre d'affaires, et ensuite je la revends ». On est toujours dans cette espèce de processus marchand à l'intérieur de l'entreprise qui n'est pas du tout dans la culture française industrielle, et qui est mortifère. Oui. Parce que le fait qu'aujourd'hui Michelin dise « je vais supprimer les Cholet et Vannes », avec ces endroits, effectivement c'est loin de Clermont-Ferrand et du centre, mais enfin Michelin avait quand même 16 centres de production en France. Ça passe parce que financièrement, il n'y a pas d'autre solution. Et moi, j'ai toujours le sentiment qu'à partir du moment où vous avez des gens qui ont envie de travailler, qui ont envie de voir l'avenir, c'est-à-dire que si jamais ils sont des ronds de cuir et qui disent mon travail actuel c'est le travail de demain et d'après-demain, c'est foutu, parce que ça va évoluer, tout arrive, enfin, les algorithmes arrivent, maintenant l'intelligence artificielle, enfin il faut évoluer tout le temps et il faut évoluer, donc on est toujours en évolution. Mais ces gens qui aiment leur entreprise et qui ont envie de la faire évoluer, c'est une certaine façon dommage de dire on va fermer. Évidemment, c'est quelque chose d'affreux. Mais de toute façon, on voit que humainement c'est affreux. Oui, humainement c'est affreux. Ces familles, et c'est pas la solution. Ces industries constituent un maillage. Ça ne devrait jamais être la solution. Sauf que ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, là, on a ces plans sociaux et ces personnes plus malheureuses que les autres, tous ces salariés qui se retrouvent sans travail. Et pas de travail dit donc plus d'école, plus de maillage, plus de boulangerie sur place. Enfin, c'est un tremblement de terre à chaque fois pour ces régions. Et en fait, mais c'est quelque chose qui a été accompagné politiquement. Vous le rappelez, vous dites par exemple l'annonce en 2001 de Serge Tchuruk, je ne sais pas si je prononce bien, patron d'Alcatel, qui dit l'avenir radio national sera fabless, c'est-à-dire sans usine. Oui. C'était ça l'avenir, il fallait qu'il soit propre entre guillemets, sans usine. L'usine c'est sale. C'est ça. Alors le fait d'avoir eu des écologistes dans la gauche plurielle a accéléré le mouvement. Alors on va revenir sur les écologistes. C'est clair. Ça, ne vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que le côté l'avenir. Non, mais le concept de propreté est un. C'est ça. Vous vous souvenez peut-être de ce qui s'est passé à Rouen lorsqu'il y a eu le nuage sur l'usine qui n'était pas une usine, qui était un stockage. Et ce stockage préexistait. Et c'est autour de ça que la ville s'est faite. C'était aux environs de Rouen, Quevilly. Et le président de la République arrive et dit c'est impossible de garder une usine à l'intérieur d'un endroit où il y a des habitations. Mais les habitations sont venues là. Quand j'étais président de Rhône-Poulenc, en fait, oui, quand je suis président de Rhône-Poulenc et que j'ai Pont-de-Claix, c'était des gens qui faisaient l'agent orange pour les Américains. Bon, alors ils étaient effectivement, il y avait des résidus, des machins intervenants. Mais Pont-de-Claix, c'était un champ au moment où on a construit Pont-de-Claix. Et puis derrière, il y a eu des cafés, puis les habitations des gens, et ça avait la vie. Donc, et il y a eu cette, je parle de Grand Quevilly et de Pont-de-Claix parce que il y a dans le journalisme français est là en considérant qu'effectivement c'est abominable d'avoir des trucs sales à un endroit déterminé. Ce truc sale,
il a préexisté à l'existence de l'agglomération ou le bout d'agglomération correspondant. Et c'est cette méconnaissance de ce qu'est l'industrie, comment elle s'est faite et comment elle peut évoluer, qui est absolument catastrophique. Mais c'est les mêmes aujourd'hui qui vont pleurer en disant « Ah, mais les financiers arrivent et vendent ces entreprises. » Mais en fait, c'est les mêmes. Ce sont les causes que... C'est intéressant quand même. Ils pleurent des conséquences des causes qu'ils ont créées. Absolument. Mais ça, vraiment, on le voit très bien. Comme le mot de Bossuet, hein, c'est clair. Alors, toujours sur le sujet, tiens, on garde les écologistes, parce que alors là, c'est le drame de votre vie, presque, j'ai envie de dire, Superphénix et les difficultés du nucléaire, c'est un autre chapitre que vous abordez. Alors là, vous expliquez, il y a eu le nouveau Premier ministre, Lionel Jospin, qui a pris des décisions très graves, notamment celle d'arrêter le Superphénix. Et puis... le jour de sa intronisation. Oui, le jour de son discours. Il sait, lui, que c'est pas bien. Il sait que c'est pas bien parce que pour avoir les écologistes dans son gouvernement, il fallait qu'il fasse ça. Bah oui. Il sait. Or, qu'est-ce qu'on sait quand, vous savez, moi, ça fait quand même maintenant un certain nombre d'années, je dirais pas combien, mais enfin pas mal. Au-delà de 60, quand je suis dans le milieu et dans le milieu de l'énergie et du nucléaire. Pour savoir, c'est très compliqué. Il faut écouter, il faut travailler. Ce qui est clair, c'est que les centrales actuelles font des déchets et que ces déchets qui sortent sont toujours actifs et que le programme Superphénix, le programme de neutrons rapides, c'était comment utiliser ces déchets pour faire de l'énergie. C'est génial. Et donc, c'est ce qu'on appelle le bouclage du cycle. Et c'était génial. C'est-à-dire qu'on était enthousiastes tous. Et on était en avance. Et on avait 20 ans d'avance sur les autres. Parce que personne n'avait imaginé ça. Les gens de Westinghouse qui nous avaient cédé la licence et sur lequel on a bâti tout le programme nucléaire français, n'étaient pas là-dedans du tout. Et nous, on disait, il faut boucler. Il faut boucler pour pas avoir de déchets. Et les écologistes avaient tellement envie de tuer le nucléaire que la seule manière de bien le faire, c'était de dire, mais il y a les déchets. Et alors, on disait les déchets. Et nous, on disait, mais non, mais les déchets, on va les recycler. Et après, il n'y aura plus de déchets. C'est ça qu'on disait. Et ça a été balayé en quoi ? En un quart d'heure. Je ne sais pas si vous avez le discours. On écoute. Alors, on va peut-être pas écouter Lionel Jospin un quart d'heure, mais on va écouter Dominique Voynet, qui était donc cette ministre de gauche qui inspire, qui inspire Lionel Jospin dans cet abandon du Superphénix. On va écouter les deux. Superphénix, c'est une lutte emblématique pour le mouvement antinucléaire, mais c'est aussi, plus généralement, je crois, un symbole de ce que la science française peut produire de plus caricatural. En France, on adore les éléphants blancs, les avions renifleurs, le Concorde, et puis une centrale nucléaire, c'est mieux si c'est plus gros, et puis un avion, c'est mieux si c'est plus gros, et puis une voiture, c'est mieux si ça va plus vite. C'est pourquoi le surgénérateur qu'on appelle Superphénix sera abandonné. Superphénix, finalement, pour vous, c'est un bon souvenir? Ça m'étonnerait que vous le gardiez, mais je raconte une anecdote. Je suis médecin de profession, et un jour, dans un repas de famille, ma maman, qui est âgée maintenant, dit « Quand même, je suis déçue, parce que la société t'a payé des études de médecine et tu n'as fait que de la politique. » Alors, c'était déjà assez violent pour moi d'entendre ça, mais j'ai répondu du tac au tac à ma mère. J'ai dit, tu sais, avec l'arrêt de Superphénix, avec l'arrêt du Grand Canal, j'ai fait gagner des milliards d'euros à mon pays d'économie. Et je considère que c'est pas grave qu'il m'ait payé des études de médecine avant. Je pense que reconnaître qu'on s'est trompé, c'est jamais déshonorant. Voilà. Persévérer dans l'erreur, ça aurait franchement été grave. Voilà, donc on a entendu un petit extrait rapide. Vous voyez Lionel Jospin annoncer cette décision, et puis de Dominique Voynet. Oui. Je frémis. J'ai du mal à parler après ce que j'entends. Je vous fais du mal. Mais oui. Non, mais du mal. Vous avez entendu ce qui est intéressant, vous revenez dedans dans votre livre. L'argument ultime, c'est l'écologie, il faut que ce soit propre, il ne faut pas d'industrie. De toute façon, il n'aime pas l'industrie. Mais le budget, elle dit, vous avez vu tout ce que j'ai sauvé. Donc ça, si vous pouvez développer un peu aussi. Oui, c'est-à-dire que l'idée qu'on va décroître est derrière tout ça. C'est-à-dire que
la solution, c'est de décroître, c'est produire moins. Alors, c'est directement lié aux 35 heures, hein, on décroître. Et on ne va plus avoir besoin autant d'électricité, puisque l'industrie va disparaître de façon endémique. Donc c'est cohérent, le programme est cohérent. Oui, cohérent dans cette idéologie. Mais veulent-ils vraiment décroître ou sont-ils seulement à la solde des Allemands qui ont prévu de tuer l'industrie française? Parce qu'on le sait maintenant. Bon, voilà, on laisse la question en suspens, ce serait encore un autre sujet qu'on a déjà abordé ici d'ailleurs avec Fabien Bouglet. Mais politiquement, c'est comme ça qu'ils le présentent. Oui, la décroissance, la propreté. Et en tout cas, pour vous, c'est une véritable catastrophe. On avait le plan Messmer, on était autonome, même on exportait. Et depuis, on ne fait que payer ses conséquences. Et on les paie très cher. Parce que après, il y a eu le PPE qui disait de Hollande, toujours avec les écolos, qui dit on va aller à 50% au lieu de 75% pour le nucléaire, donc on ferme Fessenheim qui est la centrale la plus sûre d'Europe, sinon du monde. On fait que des bêtises et liées à cette décision, cette décision de la peur Superphénix pour nous, les ingénieurs. Parce que je ne suis pas un financier, je suis un ingénieur. Oui. Pour les ingénieurs, c'est nous dire, voilà, vous êtes foutus. Vous êtes foutus. C'est-à-dire que votre parole, on n'en a rien à faire. Il n'y a pas eu un entretien avec des gens du nucléaire à ce moment-là pour dire, on me dit, on aurait pu avoir une discussion, voilà, on me dit qu'il ne faut pas faire ça, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Il aurait pu avoir une discussion. Il n'y a pas eu de discussion. Hein. Le mot de Jospin, là, c'est au départ. Hein, il vient d'être nommé Premier ministre. C'est son discours d'inauguration. C'est son premier discours. Premier discours. C'est la grande décision, c'est ça. Et Madame Voynet dit c'est extraordinaire ce qu'on a fait, et le monde va bien. Or, depuis, effectivement, les autres pays nucléaires ont repris cette idée oui, c'est ça qui est terrible. Et que maintenant, nous ne sommes plus en avance, puisque on a reconstitué une équipe qui s'appelait, le programme s'appelait Astrid. Et que Macron a arrêté dans le silence le plus absolu, sauf des quelques nucléaristes qui avaient encore l'idée qu'on pouvait faire conduire un programme nucléaire. Et puis le dernier coup porté, vous parlez de la loi NOM aussi, le dernier coup porté. La loi NOM, c'est ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Alors c'est clair, c'est vous êtes, vous, Français, vous avez une boîte qui s'appelle EDF et qui fait tout. Qui fait des centrales nucléaires, qui distribue et qui transporte. Qui distribue, qui transporte. Oui. Alors, ça, c'est pas bien. C'est pas bien parce qu'il n'y a pas de concurrence. Oui, monopole. On n'aime pas les monopoles. Et quand il n'y a pas de concurrence, eh bien, c'est cher. Bon, très bien, alors c'est cher. Et le fait de constituer une concurrence artificielle nécessitait que les gens d'EDF vendent l'électricité à un prix dérisoire à ce qu'on a appelé les fournisseurs. Les fournisseurs ne fournissent rien. Ils fournissent rien et c'est une concurrence artificielle. Oui. Et à ce moment-là, on a fait les horreurs que nous connaissons aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a les transporteurs... On démembre EDF. On démantèle EDF et puis derrière, l'électricité, globalement, elle est 2 fois plus chère. Oui. C'est-à-dire que si jamais... Je prends, et c'est mon leitmotiv depuis 4 ans, et surtout depuis que M. le maire et Mme Pannier-Runacher me disent l'inverse, en disant on est interconnecté en Europe, par conséquent on est obligé d'être dans le marché de l'électricité. Mon leitmotiv à moi, c'est de quitter le marché de l'électricité. L'interconnexion a été faite en particulier sous l'égide de Mitterrand et de moi-même. Par conséquent, l'interconnexion n'a rien à voir avec le marché de l'électricité. Et là, vous constituez une nouvelle profession de fournisseur qui n'existe pas. Et cette profession conduit, en rentrant dans un marché artificiel d'électricité,
elle conduit à ce que l'électricité soit 2 fois plus chère que les autres. Ouais. Que ce qu'on a. Or, j'ai besoin, moi, d'une électricité nucléaire pas chère, parce que l'avenir est pour les gens qui ont une énergie abondante, bon marché et souveraine. On voit bien que actuellement, les États-Unis sont en train de reconstituer l'industrie. Pourquoi ? Parce qu'ils proposent aux chimistes, aux métallurgistes, à tous les autres, une énergie 2 fois moins chère que nous. Mais nous avons l'électricité 2 fois moins chère. Il suffit qu'on la prenne. Oui, il suffit qu'on la garde, en fait. Et qu'on la prenne. Là, on la donne à des gens qui ne sont pas électriciens et ils la revendent. C'est tout ce qu'ils font. Et ces gens-là, on les paye très cher. Et en plus, comme certainement Fabien Bouglet nous l'a expliqué en long en large, en plus, on fait des éoliennes. Alors, les éoliennes, c'est le taux de Danaïde, puisque à l'heure actuelle, en direct, ça coûte 9 milliards à l'État, ça coûte 9 milliards de vos impôts, et en indirect, c'est-à-dire en supposant qu'il faut les mettre sur le réseau, ça coûte de l'ordre du double. Oui. Ça nous coûte 18 milliards par an. Et si jamais on laisse faire le programme actuel de Mme Pannier-Runacher, on arrive à 43 milliards. Donc on n'est pas loin, à 43 milliards ou à 19 milliards, etc., on est dans les ordres de grandeur des pleureuses du budget actuel. On n'est pas... C'est pas indifférent, cette histoire. Mais finalement, je voudrais, et on va écouter un dernier discours, celui de François Hollande au Bourget, le célèbre « Mon adversaire, c'est la finance », parce qu'on comprend à travers votre livre, que ce soit les 35 heures, que ce soit ici ce vœu écologique de propreté, anti-industrie. On a des idéaux, des images d'Épinal qui sont collés comme ça sur une réalité et qui ne font que accentuer justement tout ce qu'ils dénonçaient en plus dans leur propre discours, c'est-à-dire cette financiarisation, ce malheur des salariés. Et François Hollande en a participé, vous en parlez un petit peu. J'aimerais bien qu'on revienne sur ce paradoxe en fait, de toutes ces politiques et tous ces vœux politiques qui n'ont fait qu'empirer la situation au lieu de qui ont accéléré. Qui ont accéléré et empiré. Un processus qui n'était pas inéluctable. C'est-à-dire qu'on peut très bien... On n'était pas du tout encore... Et d'ailleurs, moi, quand je parle de sursaut, je me dis, non, vous les ingénieurs, vous les techniciens, revenez et dites ce que vous pensez. Oui. Et depuis que j'ai dit ça, on s'aperçoit que lors des assemblées, lorsque l'Assemblée essaie de savoir ce qui s'est passé sur l'énergie, les gens ont parlé pour la première fois. Oui. Et je leur disais, parlez. Alors moi, mon nom était barré, par conséquent, j'ai pas eu à parler, mais eux ont très bien parlé. Oui, on a entendu, c'est vrai, des discours très intéressants sur le sujet. Allez, on écoute François Hollande. Mon adversaire, c'est la finance. Dans cette bataille qui s'engage, on va récupérer. Je vais vous dire qui est mon adversaire. Mon véritable adversaire. Il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Il ne présentera jamais sa candidature. Il ne sera donc pas élu. Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Les stocks options, sauf pour les entreprises naissantes, seront supprimés et les bonus encadrés, avec ceux en Europe qui voudront la mettre en œuvre avec nous. Oui, alors, est-ce que vous pouvez nous dire de quoi ce mal est-il le nom, finalement ? Le fait d'avoir pointé la finance et en même temps de l'avoir accompagnée. La méconnaissance totale et l'incompétence totale en matière économique. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ont de l'économie qu'un habillage macroéconomique qu'ils arrivent à comprendre et encore difficilement, et qui ne comprennent pas qu'il y a de la microéconomie et qu'il y a des entreprises et que les entreprises ne fonctionnent pas comme ils le pensent. Et donc, ils n'ont jamais voulu rentrer dans la réalité. Ils sont contents d'être au bord, de pouvoir parler de ce qu'ils ne comprennent pas, et de ne jamais rentrer dans le sujet. Or, la culture d'ingénieur et la culture de chef d'entreprise industrielle est complètement l'inverse. Nous, si jamais on ne comprend pas ce qui se passe, un, on n'est pas reconnu comme légitime, et deux, on ne peut pas faire, on peut pas travailler. Faire rouler le... On peut pas faire travailler. Donc, c'est exactement l'inverse. Ils ne veulent pas rentrer dans le sujet. Et c'est Superphénix. Il n'a pas voulu regarder. Il avait un problème politique à régler, il a réglé son problème politique. Ça suffisait.
Et donc, ils protègent la finance. Et lorsque ils ont des problèmes d'emploi, en disant voilà, il y a des emplois, il faut absolument reconstituer les fonds propres, ils font la BPI, et puis la BPI essaie de travailler. Donc, ils ont, au contraire, donné à la finance le leadership. Et Macron, pour finir, pour conclure... Macron, il a rien compris au film. Alors, ou alors, il a très bien compris, mais il sert d'autres intérêts que ceux de la France industrielle. Ça, c'est une interprétation. J'ai du mal. Que vous validez ou pas ? Non. J'ai du mal à considérer. Je pense que c'est plus du narcissisme et de l'incompétence qu'autre chose. Non, mais bon, je suis peut-être naïf. Je ne sais pas. Vous êtes encore naïf. Mais j'aime bien la naïveté. J'aime bien ma naïveté de dire non, c'est pas possible. Non, je pense que François Hollande est quelqu'un de profondément incompétent et qui n'a absolument pas d'épine dorsale en disant voilà ce à quoi je crois. Et il n'a aucune épine dorsale. Macron n'a encore moins d'épine dorsale. Et par conséquent, il est au gré du vent, il regarde. Il abandonne le nucléaire dans son premier mandat, il le reprend, il le rachète plus cher. Et il dit j'ai toujours cru au nucléaire, etc. Bon, moi, disons que j'ai suffisamment bataillé pour que Fessenheim reste, pour dire qu'il a changé d'avis. Donc autant qu'ils disent j'ai changé d'avis, et qu'ils disent pourquoi il a changé d'avis. Je pense que ces gens-là sont incapables de faire ça. Or nous, dans l'entreprise, on n'a pas le choix. C'est-à-dire que si on s'est trompé et que on essaie de réviser la politique d'une boîte, il faut le dire à son état-major et il faut le dire à l'ensemble. Dire on a été dans telle direction, on s'est trompé, par conséquent, on revient en arrière. Voilà ce qu'on va faire. Maintenant, on va développer l'entreprise. Et maintenant, il est trop tard, Loïc Le Floch-Prigent ? Non, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Simplement, ça nécessite de la volonté. Alors moi, donc je participe à des discussions nombreuses et variées. On me dit bon, il faut un homme providentiel qui arrive. Bon, cet homme providentiel, il existe ou il n'existe pas. S'il existe, on verra bien, mais on ne va pas le générer comme ça en disant il faut un homme providentiel. On ne peut pas dire soudain, bon voilà, j'ai envie que De Gaulle arrive, alors je vais aller chercher De Gaulle. Non, on ne connaît pas De Gaulle. Bon. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est avoir une orientation industrielle plus compacte, avec des gens qui ont compris quelle était l'évolution de la situation, avec par exemple, lorsque on dit on amène 14 milliards de France grâce à Choose France, pendant le même temps, il y a 63 milliards d'investissements français à l'étranger, des mêmes entreprises. Donc c'est quelque chose qui ne va pas. Et ceux qui ont choisi la France, c'est nous les PME. C'est qu'on n'a pas le choix. Oui. Donc il serait important de récompenser ceux qui ont choisi France. Au contraire, on se fait matraquer. Vous avez bien raison. Et c'est ça le sujet. Et donc si jamais il y a un peu plus... Alors là, moi j'en veux beaucoup, et j'ai expliqué hier et avant-hier et avant-hier. C'est-à-dire que lorsque le patron du MEDEF, qui est censé nous représenter, va voir le Premier ministre qui dit j'ai un impasse budgétaire et lui dit d'emblée les entreprises feront leur effort, là, il commet un péché contre la raison et contre la réalité. Oui. La réalité, c'est que nous sommes, nous, entreprises, en particulier PME, nous payons 30 milliards d'impôts de production que aucun pays au monde, et surtout pas aucun de nos pays de compétition, 30 milliards, que nous les payons. Bon, et on nous a dit au départ de Macron, on nous a dit, il y avait 70 milliards à l'époque, on va vous enlever tout ça. Et au bout de 7 ans, on nous a enlevé 40 milliards, c'est bien. Mais il y a encore 30 milliards. Donc on n'est pas compétitif. Il y a des entreprises qui ne sont pas compétitives à cause de l'État. On leur dit, mais il faut quand même faire des efforts. Et puis, dans l'administration, on ne peut pas faire des efforts. Tout de suite, c'est compliqué. Donc on va vous en demander. Je regarde le nombre de fonctionnaires
qui m'empêche de travailler. Oui, c'est ça. Qui m'empêche de travailler, parce que je suis empêché de travailler pour faire une augmentation de mes hangars, pour faire c'est la croix et la bannière. Ouais. La croix et la bannière. Bon. Et l'augmentation des fonctionnaires qui viennent à mon chevet, ils sont pas bienveillants, ils sont malveillants. Oui. Ils ont envie de m'embêter. Ils m'empêchent de faire les choses. Ils trouvent un crapaud quelque part, pof, aussitôt, je ne peux rien faire. Mais les chiffres sont là. C'est-à-dire qu'il y avait 4 fois plus d'agriculteurs il y a quelques années, et il y a 2 fois plus de fonctionnaires maintenant pour s'en occuper. Oui. Soit 400 000 agriculteurs, 66 000 membres de l'administration chargés d'emmerder parce qu'il n'y a pas d'autre mot, qui travaillent. ceux qui travaillent. Et moi, j'ai le sentiment qu'on n'arrête pas d'essayer d'empêcher de faire ce que j'ai envie de faire. Et c'est le cas de beaucoup d'entrepreneurs qui souffrent tous les jours, qui souffrent sous les normes, sous les contraintes. Les agriculteurs, n'en parlons pas. Alors, c'est pour ça que je parle de sursaut possible. C'est-à-dire que si jamais je veux changer cette espèce d'horrible micelle des écologistes, gros comme ça, de l'environnement. C'est contradictoire, donc ils peuvent toujours trouver un article qui vous coince. Hein, c'est classique. Mais si jamais j'ai envie de changer ça, alors je peux avoir quelqu'un qui dit je supprime. Oui. Et là, c'est l'être providentiel dont je parle. Oui. Mais il peut y avoir aussi des gens raisonnables. Les gens raisonnables, ils disent bon, finalement, dans la loi française, il est possible de faire la subsidiarité, il est possible de faire des dérogations, il est possible de faire des expérimentations. Après tout, lorsque le chef de l'État décide de faire des giga-industries pour les batteries, ce qui est une connerie, eh bien, il y arrive, là. Il y arrive immédiatement. Les terrains sont disponibles, on ne trouve pas de crapauds, on ne trouve pas de Ouistiti, etc. Bon, voilà. Bon. Donc c'est possible. Faites une circulaire au préfet en disant, lorsque les gens veulent vraiment faire quelque chose, essayez de voir si c'est possible. Hein, subsidiarité, dérogation, expérimentation. On va respirer. Laisser de l'air, on va respirer. Tout simplement. Moi, ça fait 4 ans que sur une de mes entreprises, je n'ai pas droit de fonctionner. Je n'ai pas d'autorisation. J'ai acheté une entreprise qui a été sous le déclaratif. Pof, elle avait grossi, elle était sous autorisation. Alors j'ai pris, je me suis dit, on va demander l'autorisation. Il y a un petit truc qui ne va pas. Bon, très bien. On me demande un truc impossible à faire. Bon, je dis non. On dit, vous voulez continuer à fonctionner, vous allez arrêter de fonctionner. Je dis non, je vais continuer à fonctionner, vous me mettrez en prison si vous voulez, je l'ai déjà fait, donc pas de problème. À ce moment-là, bon, ils ont reculé. Ça fait 4 ans que ça dure. Oui. Et je ne suis pas autorisé. Je fonctionne à 10 millions de chiffres d'affaires par an et je n'ai pas l'autorisation de fonctionner. Ouais. Donc on m'empêche de fonctionner. Hein, et je crois qu'il faut que ça rentre dans la tête des gens. Et alors, dans la tête des salariés, ça y est. Hein, les salariés ont bien compris. Ils voient bien que c'est ça, ils sont dirigés par une finance internationale qui ne les connaît pas et qui les met en plan de licenciement 2 ans plus tard. Voilà. Et donc, ils ont bien compris que le chef d'entreprise était là pour continuer à travailler. Et il n'y a pas de problème à cet égard entre les salariés des PME et les chefs d'entreprise. Il n'y a pas de marxisme-léninisme. Et Madame Binet à la CGT dit qu'il faudrait que les syndicats arrivent pour défendre leurs droits. On défend très bien le droit des salariés parce que c'est nos salariés et qu'on fait en sorte qu'ils soient heureux. Ça n'a rien à voir avec toutes leurs bêtises. Bon. Mais en attendant, il faut qu'on ait une situation où on peut effectivement travailler. Et cette situation n'est pas arrivée parce que pas eu. Et c'est ça le sursaut pour moi. Alors on attend le sursaut. Merci beaucoup Loïc Le Floch-Prigent. En tout cas, le déclin, il a commencé là, 1997. C'est ce que vous expliquez dans ce livre aux éditions Elitel, édition. Mais j'ai peut-être tort. Mais ça mérite d'être discuté. Voilà. Et ben on l'a fait et avec des archives et des images. Merci encore Loïc Le Floch-Prigent. Merci à vous tous.